Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au mur de Berlin. Le 9 novembre 2014, au soir, une chaîne de lumière illumine le ciel de Berlin sur l'ancien tracé du mur au centre-ville, avant que les milliers de ballons ne s'élèvent vers le ciel, évoquant le caractère pacifique de la chute du mur 25 ans plus tôt. Pendant 28 ans, le mur a séparé l'Est et l'Ouest, divisant une ville en pays, l'Europe et le monde. Son histoire ne s'arrête pourtant pas le 9 novembre 1989. Le mur reste omniprésent à Berlin, même s'il n'en reste que 1,5 km. Trace matérielle et symbolique, et aussi évocation du mur par ses plans, des photographies et des chansons. Tourisme et économie, du mur prospère, mais c'est avant tout celle de la guerre froide, de la joie et des espoirs que sa chute a suscité en Europe avec la fin de la guerre froide. Vous voulez en savoir plus sur le mur de Berlin? Venez avec moi. Après la capitulation du 8 mai 1945, symbole de la victoire idéologique de la démocratie sur le fascisme et le nazisme, Berlin fut occupé et scindé en 4 zones d'occupation. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France contrôlent l'ouest de Berlin, tandis que l'Union soviétique contrôle l'est de la ville. La paix revenue en Europe, une fracture apparaît en Europe, entre l'Est occupé par les Soviétiques et l'Ouest proche des États-Unis. Une situation dénoncée dès 1946 par Winston Churchill, qui évoque un rideau de fer qui s'est abattu en Europe. Un antagonisme qui atteint son paroxysme en Allemagne et dans sa capitale. En 1949 fut créée la RFA, République fédérale d'Allemagne. À l'ouest et à l'est fut contrôlée par l'Union soviétique, marquée par la création de la RDA, République démocratique allemande. Cette date marqua la scission entre les deux Allemagnes, fruit de la guerre froide. Berlin est devenu donc une enclave à l'intérieur même de la RDA, et entre 1949 et 1961 se posa le problème de la fuite massive de cette main-d'œuvre vers la zone occidentale, avec 3 millions de citoyens allemands qui passent de l'Est à l'Ouest. C'est dans ce contexte que se profile la construction du mur de Berlin. À l'aube du 13 août 1961 sont déployés barbelés chevaux de frise. Le mur de Parpin est édifié peu après. 45 km entre Berlin-Ouest et Berlin-Est et 110 km entre Berlin-Ouest et le reste de la RDA. Le système du mur se met en place. La bande de la mort, avec ses installations enceintes d'un double mur. La construction du mur est la marque de l'ultime déchirure interallemande et européenne. Après la fermeture de la frontière entre la RDA et la RFA, le 26 mai 1952, Berlin reste le seul lieu par lequel Allemands de l'Est et de l'Ouest peuvent encore circuler. De 1945 à l'été 1961, 3,5 millions d'Allemands de l'Est passent à l'Ouest, soit environ 1/16 de la population, surtout des jeunes et des diplômés. Face à cette hémorragie, le régime est-allemand obtient l'accord de Moscou pour ériger un mur. Celui-ci transforme une démarcation en une frontière hermétique et mortelle. Les Occidentaux le qualifient de mur de la honte. Les autorités est-allemandes de rempart antifasciste. S'y cristallise une violence asymétrique, matérielle et physique, psychologique, politique et symbolique. Au moins 138 personnes ont été abattues en tentant de le franchir. Le mur devient en soi une représentation de la guerre froide. Il est aussi un motif esthétique. Tous les arts s'en emparent, comme Rostropovski, jouant au pied du mur le 11 novembre 1989. Si la musique populaire a chanté le mur à l'est comme à l'ouest, sa représentation visuelle pose problème aux autorités de RDA. Elles interdisent de photographier ou de filmer cet élément du système de sécurité quasi tabou et préfèrent glorifier le garde-frontière. Dans le documentaire Stau auf dies Stand, regardez cette ville. En 1962, le mur est absent. Ce film de propagande justifie le mur en établissant une équation entre l'Ouest et le fascisme ou le militarisme. Par contraste, il souligne la solidarité de la communauté est-allemande. En marge de ce discours officiel, il existe des images clandestines diffusées seulement après la chute du régime, portant témoignage du regard est-allemand sur le mur. Dès sa construction, le mur est devenu à l'ouest un motif artistique et littéraire, chargé d'exprimer l'indignation face à la barbarie. La guerre des images est un aspect constitutif de la guerre froide.
Des thèmes se dégagent, traversant toutes les formes esthétiques, l'assimilation du mur à la clôture d'un camp de concentration, la fuite et la mort, ainsi les clichés de Konrad Schumann, sautant par-dessus le barbelé, et ceux de Peter Fechter, gisant dans la bande de la mort, ont fait le tour du monde et catalysé l'émotion. Dans les années 70-80, la représentation du mur est devenue plus subtile et intime, de part et d'autre. La porosité du mur et la schizophrénie sont au cœur de la réflexion. C'est aussi à partir de la fin des années 70, à la suite de la mise en place d'un nouveau mur de béton lisse, que les artistes et des anonymes s'emparent du mur à Berlin-Ouest pour se l'approprier. Mais le mur est un bien de la RDA. Sur le territoire est-allemand, le peindre est un acte délictueux. La démarche subversive des artistes jointe à la matérialité du support a conditionné leur façon de peindre. Un travail rapide, à distance du support à la bombe, éphémère ou se mêlant graffiti, slogans et fresques. On y trouve des messages politiques adressés à tous, mais aussi des motifs ludiques, notamment les figures peintes. En 1986, l'américain Keith Haring peint une longue fresque avec des personnages connectés aux couleurs allemandes, évoquant la quête d'unité. La peinture, parce qu'elle prend le mur comme motif et support, devient le canal privilégié de sa représentation. Ce mur peint a alors un impact considérable sur la mémoire. Il a été reproduit dans le monde entier. Les morceaux du mur vendus ou offerts à travers le monde à partir de novembre 1989 sont le plus souvent des morceaux de ce mur externe. Ils reflètent la perspective et la mémoire occidentale du mur de Berlin. On dit que le mur est tombé le soir du 9 novembre 1989 parce que la frontière a alors été franchie sans visa. Mais la destruction du mur, spontanée puis planifiée, n'a commencé que quelques jours plus tard. Jürgen Böttcher, réalisateur est-allemand, a aussitôt entrepris le tournage d'un documentaire. Sur le mur sont projetées des images d'archives. Cette œuvre s'apparente à un testament fixant la mémoire visuelle du mur avant sa disparition. Alors même que le mur s'effondre, des artistes s'emparent du mur intérieur encore immaculé. L'East Side Gallery reste aujourd'hui la plus grande galerie à ciel ouvert. De nombreuses scènes représentent le mur qui s'ouvre, la paix, la fraternité, etc. Les Allemands de l'Est commencent à s'approprier leur mur et la demande sociale de préservation s'accroît. C'est le moment où s'opère un retournement de valeurs. Jusqu'alors associé à la violence et aux victimes, le mur de Berlin devient le symbole de la liberté et de la fin de la guerre froide. Si l'on considère le seul paradigme de la violence, le dilemme était déjà difficile. Effacer le mur, est-ce faire injure à l'histoire et aux victimes? Le conserver, est-ce faire injure à ceux qui avaient souffert dans son ombre? Mais la symbolique positive du mur ne peut être restituée par une trace abstraite, comme le marquage au sol. Elle impose la préservation du mur peint. En 2009, la East Side Gallery a fait l'objet d'une restauration singulière. Les peintres ont repeint leur œuvre, désormais protégée d'un vernis. L'éphémère se pérennise, une histoire se fige. Comme on l'a vu, construit au mois d'août 1961, le mur de Berlin est l'évocation la plus symbolique de la guerre froide. Long de 45 km, hérissé de barbelés et surveillé par de nombreux miradors. Il était avant tout destiné à empêcher les Allemands de l'Est de s'enfuir du régime communiste. La chute du mur dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 provoque une vague d'enthousiasme et d'espoir dans le monde et surtout en Allemagne, qui peut enfin espérer une réunification attendue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.